Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un partage autour des problématiques des enfants neuroatypiques. Alors, je ne sais pas encore exactement de quoi il va être question dans ce partage-là, mais c'est plutôt une réponse à de nombreuses questions qui m'ont été posées, puisque pour replacer un peu le contexte, ça fait un petit moment déjà et je m'excuse pour le temps qui a passé, mais j'ai été très occupée. J'ai commenté un post sur les réseaux sociaux. C'était un post qui faisait la publicité pour une formation pour aider les parents d'enfants neuroatypiques. Que ce soit les enfants avec des TOP, avec des TDAH, avec toutes les lettres dans tous les sens, les TSA, je déteste ces appellations comme ça, mais on va dire avec tous ces neuroatypismes. Moi, je préfère les appeler comme ça. Et du coup, j'envoyais mon courage à tous les parents qui commentaient parce que je regardais un petit peu les commentaires. Il y avait des parents qui étaient là, bah oui, mais on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne va pas payer cette formation si on ne sait même pas ce que c'est. Oh, puis de toute façon, encore une formation, mais moi je nie. Enfin, il y avait plein de parents qui étaient en mode désespoir et moi ça m'a touchée. Donc j'ai envoyé un message ici et je leur ai envoyé un petit mot tout simple en leur disant bon courage, mais sachez que tout ça, ça peut s'arranger. Alors je disais bien que moi je ne connais pas cette formation dont il était question sur le poste, donc je ne pouvais pas leur dire si c'était bien, si c'était pas bien, leur faire mon témoignage vu que je n'y avais pas mis les pieds, mais qu'en effet c'est possible. Et souvent ces gens-là sont en difficulté parce qu'ils ont été suivis pendant parfois 2 ans, 3 ans avec des psychologues qui étaient censés pouvoir aider leurs enfants, mais pour qui il n'y a pas eu de résultat. Et moi je leur ai dit courage parce que oui, il existe des choses, mais que parfois il faut aller voir dans d'autres rayons. Parfois, certains psychologues font un travail formidable, notamment ceux qui sont spécialisés dans ces difficultés-là. Mais la plupart du temps, c'est vrai que les psychologues sont eux aussi, un petit peu comme les maîtres et maîtresses d'école actuellement, sont un peu débordés et dépassés parce qu'en fait, il y a de plus en plus de besoins d'enfants à prendre en charge, et on parle d'enfants, mais il y a aussi des adultes, et de moins en moins de moyens, et en fait, il n'y a pas beaucoup de formations qui permettent vraiment d'obtenir des résultats qui amènent la sécurité, la sérénité à la maison, et en tout cas assez rapidement. Parfois, certains, oui, à force de faire de l'apprentissage, de ceci, de cela, au bout de 3 ans, ça va mieux. Alors c'est vrai, c'est long, mais il faut quand même se mettre en chemin et tout ça. Et c'est vrai, c'est pas faux, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment fonctionne l'enfant, quels sont ses besoins. Il y a plein de choses ici à mettre en place, mais de mon point de vue de professionnel et aussi de maman, et personnel, puisque je suis neuroatypique aussi, il n'y a pas que les béquilles avec l'adaptation de l'environnement extérieur. Ça, c'est la première des choses qui est à mettre en place ici pour ne pas justement surstimuler et dépasser et noyer l'enfant neuroatypique avec un environnement qui lui est complètement délétère, je dirais. Mais là où moi, ma force réside, c'est que dans ma façon d'accompagner les gens, et c'est pareil pour les neuroatypiques ou les neurotypiques, on va aller voir quelle est la difficulté propre à l'enfant ou à l'adulte et aller remonter aux origines de cette difficulté pour aller aider à la libérer, parfois totalement, parfois seulement partiellement, mais en tous les cas, il y a ici des améliorations possibles et c'est très important de le nommer. Là où certains vont dire non mais l'autisme on ne peut pas en guérir, ceci, cela, oui, mais parfois on a des diagnostics posés d'autisme, de troubles du spectre autistique qui ne sont pas vraiment un autisme genre irréversible, mais qui ressemblent tellement fort qu'on a été mettre cette étiquette ici. Et cet enfant-là, c'est peut-être le vôtre, et peut-être que celui-ci, il peut être aidé, et il peut être libéré, guéri, comme on dirait. En tous les cas, dans ma clientèle, j'ai plusieurs enfants et adultes, et j'en suis la preuve vivante pour moi, où on peut porter vraiment des troubles autistiques lourds, et pouvoir avoir une amélioration. Alors quand je parle de troubles autistiques, pour ma part, je n'ai pas accompagné d'autistes, comme on les appelle les autistes de Kanner, les autistes profonds. Moi, j'ai essentiellement accompagné des autistes type Asperger, en termes de TSA, parce qu'après, il peut y avoir aussi des enfants ou des adultes, encore une fois, parce que j'accompagne les deux, avec des troubles de l'attention, avec des troubles de l'opposition, avec plusieurs choses ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que
le but du jeu, en tous les cas le mien ici, c'est d'aller vraiment dénouer tout ce qui s'est emmêlé en amont et qui crée ces difficultés-là. Ce qui veut dire que l'enfant ne va pas rentrer seul en suivi, en thérapie. L'enfant va venir et amener ses parents parce que finalement, grâce ou à cause, selon comment vous regardez les choses, de sa difficulté, il va emmener ses parents dans une ouverture de conscience dont eux-mêmes ont besoin pour eux, sans même le savoir aujourd'hui. Et finalement, ce sont les enfants d'aujourd'hui qui nous aident à s'ouvrir, à nous réouvrir, à prendre conscience d'eux, à élargir notre champ de conscience pour pouvoir instaurer le monde de demain qui sera un peu plus équilibré, espérons-le, que celui d'aujourd'hui. Que ce soit en termes d'éducation, de santé, d'alimentation, de politique, de gouvernement, d'écologie, de santé, je crois que je l'ai déjà dit, de religion, bref, de tous les piliers principaux de notre société actuelle. Donc finalement, ici, on est dans un chemin initiatique formidable au lieu d'être dans un parcours du combattant et une errance médicale douloureuse. Alors ça dépend comment on le vit, ça dépend comment on est accompagné, mais on peut faire de cette difficulté, de ce défi de vie, quelque chose qui est purement un tremplin vers la libération. Comment est-ce que moi je procède, puisque c'était ça la question qui était posée, qu'est-ce que c'est vos modalités, comment ça fonctionne? Alors, déjà, l'ouverture de conscience que vos enfants viennent justement vous pousser à prendre aujourd'hui, elle va commencer ici parce que pour certains d'entre vous, vous allez voir que ceux avec quoi j'accompagne aujourd'hui, même si pour moi c'est aisé parce que ça fait plus de 20 ans que c'est mon travail et que c'est mon quotidien, donc pour moi il n'y a plus de problème, je sais que pour certains et pour nombreux d'entre vous, ça va être tout nouveau et vous allez dire « Oula, c'est quoi son truc? C'est un peu bizarre, c'est un peu barré, c'est un peu charlatan, c'est un peu ceci, c'est un peu cela. » Donc moi, ce que je vous demanderais, c'est pas de me croire sur parole, mais si à un moment donné, vous sentez qu'il y a une ouverture et vous dites « Écoute, ça se tente » ou « Pourquoi pas » ou « Tiens, oui, moi ça me parle », ben c'est d'essayer simplement par vous-même. Moi, je vous demande jamais de croire sur parole ce que je vous dis, mais plutôt de venir et de vivre. Et dans l'expérience, vous allez voir que c'est là que vous allez apprendre. Et cet apprentissage dans l'expérience, cette guérison par l'expérience, bah c'est ce qu'il y a de plus puissant. Hein. Beaucoup plus que de croire quelque chose et de jamais le voir arriver. Donc moi, j'ai plusieurs modalités d'accompagnement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses importantes. Il y a les modalités d'accompagnement, donc quels sont les outils que j'utilise, parce que ça, il y a bien souvent les gens, ils me demandent « mais c'est quoi que vous faites ?» Parce que moi, je veux ça, par exemple. Si par exemple, vous avez une copine qui a été voir quelqu'un qui fait de la kinésiologie, puis ça a révolutionné la vie de son gamin, bah, vous voulez aussi un kinésiologue. Donc vous dites « est-ce que vous êtes kinésiologue ?» Non, bon, bah, je veux pas. Et hop, vous allez passer à autre chose. Donc la modalité, elle est importante. Mais dans le monde actuel, ce qui est embêtant, c'est qu'on s'arrête toujours à là. On s'arrête toujours à la vitrine, à la modalité. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui fait de la kinésiologie et avec qui ça fonctionne extrêmement bien, et quelqu'un qui fait de la kinésiologie avec qui ça fonctionne extrêmement pas bien. Pourquoi ? Parce que ce qui compte ici, c'est pas tant la modalité. La modalité, c'est ce qui est secondaire. Ce qui compte ici, c'est la personne qui est à la base de la modalité, c'est la personne qui va vous accompagner, vous et vos enfants. Pour moi, ici, je sais que je suis une personne adéquate pour accompagner certains, je ne peux pas accompagner tout le monde, hein, mais certains enfants ou certains parents dans ces problématiques-là, parce que je suis moi-même déjà neuroatypique. Et pour moi, quand on sait, par notre expérience, parce qu'on l'a vécu à l'intérieur, comment ça fait d'être comme ça, comment on se sent, et surtout d'avoir fait le chemin pour pouvoir aussi se libérer et trouver des solutions pour soi, et libérer ce qui est à la base de ces difficultés-là, c'est comme s'il y avait un espace qui s'était créé et dans cet espace-là, il y a la place, la présence, la bienveillance pour pouvoir recevoir les difficultés de votre enfant. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc moi, je trouve que c'est chouette de pouvoir déjà choisir quelqu'un qui a un pied au moins dans la neuroatypie pour pouvoir comprendre de l'intérieur ce qui se vit dans votre famille. Donc ici, il y a les modalités et surtout, il y a la personne derrière ces modalités. On devrait d'abord aller voir la personne parce que comme je le dis, ce qui fait les plus belles libérations, les plus belles guérisons, c'est la rencontre. La rencontre avec le R majuscule. Maintenant que ça s'est posé, je peux vous parler ici du coup de mes modalités. La plupart du temps, quand je travaille avec des enfants neuroatypiques, alors il y en a certains qui sont ici pas loin de chez moi et que je peux recevoir sur place, mais la plupart de mes clients sont aux quatre coins de la francophonie, donc je ne pratique pas
l'accompagnement en cabinet si régulièrement que ça. Et puis même les gens, quand ils sont sur place, avec les enfants neuroatypiques, mais même avec tous les enfants d'ailleurs, il y a parfois des moments où les enfants vont venir sur place, parfois où il y aura des séances en visio, parfois avec les enfants, parfois sans les enfants. Et la plupart du temps, on aura ici ce que moi j'appelle des séances en différé. C'est là qu'il va falloir ouvrir un peu votre champ de conscience ou d'acceptation. L'ouverture, c'est que dans ces séances en différé, moi je me connecte à un autre plan que le plan physique de votre enfant. Pour aller comprendre, par exemple, si vous me dites, bah oui, le problème c'est qu'en fait, par exemple, il ne sait pas gérer la colère, par exemple, j'en sais rien, ceci, cela, il fait des crises, des machins, des bidules, ok. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, il y aura un peu de ce qu'on appelle de psychoéducation, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire, ça vous l'avez déjà certainement, si vous êtes parent d'enfants neuroatypiques, vous avez déjà certainement lu plein de bouquins ou écouté plein de vidéos qui vous expliquent un peu comment faire, donc si vous n'avez pas besoin de ces choses-là, on n'ira pas les développer. Maintenant, si vous n'avez absolument rien comme bagage de ce côté-là, il est tout à fait possible ici de pouvoir vous aiguiller comment faire, comment parler, quoi dire, quoi pas dire, quoi faire, quoi pas faire, ce genre de choses. Ça peut être déjà, donc au niveau psychoéducation, on peut déjà vous donner ici des pistes. Mais surtout, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais remonter aux origines émotionnelles qui peuvent donner ce résultat aujourd'hui chez votre enfant. Ces causes émotionnelles peuvent être nombreuses. On part du principe en fait qu'une émotion, si elle n'est pas exprimée, elle reste imprimée à l'intérieur de nous et elle va s'exprimer par des façons de faire. Je vous donne un exemple très rapide parce que je ne peux pas faire une formation ici dans ce podcast-là. Imaginez que votre enfant grandit au cœur d'une famille où la colère est plus ou moins interdite. Parce que par exemple chez maman, la colère, elle n'arrive jamais à l'exprimer parce qu'en fait elle en a peur, parce que peut-être elle a été dans son enfance témoin de la colère, j'en sais rien, elle a peut-être vu sa mère hurler sur son frère tout le temps et elle en a eu peur, elle a peut-être vu son frère hurler sur sa mère, ils se sont tapés, c'était très insécurisant, bref, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être beaucoup plus vieux que ça peut être aussi une colère qui est interdite parce que, je sais pas, il y a eu une pure injustice 3 générations avant, par exemple, et du coup, la personne aurait voulu émettre sa colère, mais on l'a empêché parce qu'on s'est dit non, ça va être encore pire si tu fais profil bas, parce que sinon, ça va être encore pire. Et du coup, cette colère, elle a été, hop, au lieu d'être exprimée, elle est restée ici. Et forcément, quand la personne est décédée, cette colère, c'est une énergie. Toute émotion, c'est une charge énergétique, vous le savez bien. Si vous avez vu vos enfants se mettre en colère, vous sentez que c'est pas juste tiens, il est là en train de crier derrière une fenêtre, je l'entends pas, je le vois pas. C'est qu'il y a une décharge d'énergie qui est puissante, qui vous impacte, qui vient vous faire soit trembler, soit perdre de l'énergie, soit vous mettre vous-même en colère. En tout cas, il y a quelque chose d'électromagnétique ici. Donc ça ne disparaît pas. C'est pas parce que la personne de la 3e génération là, est décédée maintenant que ça a disparu. C'est quelque chose qui fait boule de neige jusqu'à votre enfant peut-être aujourd'hui, qui fait que lui, il porte des choses qui sont pas à lui, mais qui aujourd'hui le mettent bien en difficulté pour pouvoir exprimer quand il a une colère. C'est-à-dire qu'il a une colère, mais il la garde parce que c'est impossible, il y a une interdiction à la colère par exemple, puis au bout d'un moment son vase il est tellement rempli que bam, ça explose et puis c'est la crise colérique bien connue du TDA, du TSA et ainsi de suite. Donc ici le but du jeu ça va pas être de se dire on peut guérir, on doit réparer, on n'est pas dans l'optique de réparer nos enfants. Nos enfants ils sont comme ils sont aimés comme ils sont accueillis comme ils sont, mais c'est pas pour autant que pour les aider on n'a pas le droit d'aller voir qu'est-ce qui serait ici à la base de leur comportement. Parce que vous savez, quand on dit « bah oui, mais il faut accueillir les enfants, il faut les accepter comme ils sont », des fois c'est aussi la meilleure façon pour être dans le déni de ce qu'on pourrait faire pour eux. Parce que quelque part, on se sent tellement impuissant et on n'a tellement pas de réponse à donner qu'on préfère se dire « bah ouais, il faut les accueillir comme ils sont, puis c'est tout ». Oui, mais à partir du moment où quelqu'un comprend ce qui se passe et peut agir là-dessus, est-ce qu'on ne peut pas faire les deux? C'est-à-dire en même temps les accueillir comme ils sont aujourd'hui et en même temps les aider en disant c'est ok comme tu es aujourd'hui, mais ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va essayer de comprendre pourquoi tu es comme ça, pour pouvoir voir ce qu'on peut t'apporter comme un peu plus de sérénité et de bien-être dans ta vie, de l'équilibre pour que ce soit plus facile pour toi et plus chouette pour toi. Donc du coup, à travers ce que moi j'appelle ici la traduction de sagesse intérieure, c'est ça, c'est de poser une difficulté sur la table et de pouvoir remonter donc avec les capacités qui sont les miennes, avec les protocoles que j'ai mis en place, avec toutes ces choses-là, c'est de remonter aux différentes origines qui sont là en train de s'exprimer à travers votre enfant. La plupart du temps, il y a un lien très intime avec soit les deux parents, soit l'un des deux parents.
Et encore une fois ici, c'est très important de faire la différence entre « Ah ça y est, je savais que c'était de ma faute ». Non, c'est de la faute à personne, mais il y a une grande différence entre c'est de ma faute et c'est de mon fait. On sait bien que tout le monde, tous les parents du monde font du mieux qu'ils peuvent, avec ce qu'ils sont, avec l'accès à quoi ils ont. Donc le but du jeu, c'est pas d'aller dire ici que c'est la faute à quelqu'un, parce que c'est la faute à personne, ça c'est sûr et certain. Mais à force de ne pas vouloir dire que c'est la faute, des fois on va pas voir non plus ce qui pourrait être de notre fait. C'est-à-dire, j'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute, mais n'empêche que moi j'agis comme ça, moi je parle comme ça, parce que j'ai mes raisons, c'est pas de se dire c'est bien ou c'est pas bien, j'ai mes raisons, si je le fais c'est que c'est comme ça. Et quand je fais ça, il y a un impact sur mon gamin. Ah mince. Et là au lieu de se dire, tu vois, je savais bien c'est de ma faute, et puis que finalement on n'avance pas, c'est de se dire non, 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 c'est pas de la faute à personne, justement, si on peut l'ouvrir aujourd'hui, c'est formidable. Allons voir pourquoi vous fonctionnez comme ça. Et donc on va aller voir, et on va remonter à une empreinte, peut-être plus ancienne que la vôtre, peut-être celle qui s'est mise en place ici lors de votre enfance. Et qu'est-ce qui va se passer? On va vous accompagner à la libérer. Et quand ce sera libéré, vous verrez que vous allez intuitivement, automatiquement, vraiment ça va s'aligner tout simplement, ça va s'équilibrer, vous allez réagir, parler, choisir des mots différents d'avant. Et vous allez voir comment ça peut avoir un impact ici sur vos enfants, qui vont eux aussi du coup comme se mettre à jour par rapport à la mise à jour que vous avez eue dans votre libération. Donc la plupart du temps, quand on travaille sur les enfants neuroatypiques, on ne travaille pas que sur eux. On travaille sur les générations avant eux. Et que vous ayez des infos ou pas, quand on travaille justement ici avec cet aspect subtil des choses, cette clairvoyance, cette médiumnité, ce rapport à l'énergie, on peut aller chercher les informations sur d'autres plans. On n'est pas obligé d'être sur le mental, donc je sais, donc je fais des liens, ceci, cela. Il y a ça qui est là. Et mon côté justement HPI qui fait des liens facilement nous aide vachement dans tous ces accompagnements-là. Mais il y a aussi l'aspect à d'autres mondes, ces mondes beaucoup plus subtils d'ailleurs auxquels viennent nous rappeler finalement nos enfants. Ils viennent nous dire « Regarde papa, regarde maman, tout ce que tu avais oublié. Toi tu es là dans le concret du quotidien, c'est bien, mais tu as oublié qu'il y a autre chose. » Ça c'est notre partie intérieure, c'est notre partie divine qui est largement oubliée dans le monde aujourd'hui. On est très humain, terrestre et compagnie, mental et compagnie, mais alors le fait d'être relié à une puissance vachement plus large que la nôtre, que certains appellent Dieu, d'autres la nature, l'univers, la source, comme vous voulez, ça c'est vachement oublié. Moi je fais pas partie, je ne suis d'aucune religion. Moi je parle pas du tout de religion. Moi ma seule religion, si je puis dire, c'est l'amour. Et quand je parle d'amour, c'est l'amour avec le grand A, c'est l'énergie. L'énergie d'amour qui crée des mondes, qui crée des êtres vivants, et qui devrait finalement s'incarner pleinement en nous, et qui ne s'incarne pas pleinement en nous parce qu'on a tous des bagages de notre passé, et tant qu'on ne va pas les visiter, tant qu'on ne va pas les libérer, c'est une place en moins pour l'amour. Donc quand on travaille avec la traduction de sagesse intérieure, finalement, on peut remonter aux origines d'une problématique pour essayer de l'accompagner. Ce qui veut dire que vous n'allez pas, par exemple, venir me voir et me dire « Tiens, mon fils, il est autiste, on veut l'accompagner ». On va aller voir c'est quoi dans son autisme qui est le plus impactant pour lui. Qu'est-ce qu'on aimerait bien voir en priorité prendre un peu moins de place pour pouvoir qu'il se sente mieux? Est-ce que c'est parce que quand il est à l'école, j'en sais rien, il a du mal à se concentrer? Est-ce que c'est ça qui est plus souffrant pour lui? Est-ce que c'est qu'il a du mal à laisser circuler ses émotions? Est-ce qu'il a du mal à avoir des amis? Est-ce que c'est que... Enfin voilà, on va aller voir c'est quoi sa problématique, mais la sienne. Parce qu'il y a vous en tant que parent, c'est sûr. Mais est-ce que c'est aussi la problématique sur laquelle lui, il veut qu'on avance? Parfois oui, parce que souvent quand ça crée des tensions à la maison, les enfants ils veulent avancer sur cette problématique-là pour plus avoir de tensions, parce qu'ils veulent pas ces tensions-là. Moi je vois bien mon fils par exemple qui me dit moi je veux qu'on me guérisse de mes crises parce que je veux pas que ça fasse du mal à papa et maman. Ok, donc lui c'est important pour lui, c'est lui qui choisit, c'est pas papa et maman qui disent tiens on va aller voir pourquoi il a fait ses crises et ce machin. Est-ce que c'est important pour toi? Oui c'est important pour moi. Ok, donc on va aller s'occuper de ça, c'est ça notre sujet. Et à partir de là, donc c'est ça qu'on pose comme thème sur notre table pour le départ, et on va remonter de fil en aiguille à plein de choses, à tout son monde émotionnel. Et à chaque pas qu'on va faire, on va voir, ok, ici il y a une émotion qui est en train d'être remise en circulation, pourquoi elle ne s'exprime pas? Ok, il y a un blocage, d'où vient ce blocage? Et ainsi de suite. Et petit pas par petit pas, finalement, on vient libérer comme tous les barrages qu'il y avait au passage de l'énergie vitale. Et à chaque fois qu'on lève un barrage, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Alors parfois c'est visible tout de suite et on se dit waouh. Parfois ça demande plus de temps et on se dit ah mince ça va pas marcher pour moi. Mais c'est pas que ça marche pas, c'est que des fois en fait, avant que ce soit visible à la surface, il faut aller bouger les premières bases, les premières briques des bases de la pyramide. Et après par effet rebond, ça remonte jusqu'à la surface et ça se voit. Mais il y a tout un chemin ici. On n'est pas sur une problématique, une séance.
On est sur un chemin parce que ces enfants sont à la fin de la queue leu de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont ces troubles-là. C'est pas la faute à pas de chance, tiens, c'est tombé sur mon fils et puis c'est pas tombé sur le sien. C'est pas la faute à pas de chance. Ici, il faut arrêter d'être dans le mode victime parce qu'en fait, le mode victime ne nous permet pas de pouvoir aller s'occuper des choses. À partir du moment où on reprend son pouvoir parce qu'on se dit, tiens, voilà, il existe une solution possible, alors je regarde les choses en me disant, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer? Il y a des choses ici, je vais peut-être pas pouvoir les changer. Mais je ne vais pas partir de ce point de vue-là. Je vais juste partir du fait de je vais voir ce que je peux faire ici. Il y a des choses, c'est sûr et certain, que je peux améliorer. C'est pas parce que je connais pas encore les solutions, c'est pas parce que les gens que j'ai déjà rencontrés ne connaissent pas de solutions, c'est pas parce que les gens que j'ai déjà rencontrés et qui ont une autorité, genre les médecins, m'ont dit que ça ne se changeait pas, qu'il n'y a pas de solution. Souvenez-vous de ça, c'est très important. La plupart du temps, les gens qui ne savent pas quelque chose vont dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on dit que ça ou ça ou ça ne se guérit pas que c'est vrai. Ce qu'on devrait dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas si ça se guérit et on ne sait pas le guérir. Et c'est complètement différent. Parce que si on vous dit ça ne se guérit pas, il y a une porte qui est fermée. Si on vous dit je ne sais pas si un jour ça se guérira et je ne sais pas comment faire, si on peut le guérir, c'est différent. Il reste toujours une option. Ça ne veut pas dire que tout est guérissable, entre guillemets. Mais ça veut dire que c'est sûr qu'il y a une possibilité ici d'amener un peu plus de sérénité. Et j'ai envie de dire que même si on ne peut pas amener une guérison sur les problématiques de vos enfants, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place ici dans ce chemin, c'est un véritable chemin initiatique, mais dans ce véritable parcours avec vos enfants, il va y avoir tellement de conscience, d'amour, de présence, de compréhension, de ramener, que juste ça, juste l'enfant aussi de se sentir écouté, compris, ça va l'aider à installer de la sécurité. Et il vaut mieux être, que ce soit TOP, TDAH, TSA, toutes ces lettres à la con là. Je déteste toutes ces lettres, mais bon, c'est pour qu'on se comprenne. Vaut mieux avoir un profil neuroatypique en étant dans un corps qui se sent en sécurité, parce qu'on a été écouté et qu'on sent que les gens autour de nous qui sont nos référents et de qui on est dépendant sont au courant et nous acceptent, que d'être dans un corps d'enfant neuroatypique avec des gens qui comprennent rien, qui sont à bout, qui se sentent seuls, qui se sentent en errance. C'est complètement différent en fait. Donc j'ai envie de dire, même si vous croyez qu'on ne peut pas améliorer le profil pour que votre enfant se sente vraiment plus en sécurité, peut-être juste le fait de venir ici, de vous sentir entendu, compris, écouté, déjà ça peut faire la différence. Donc ça c'est pour ce qui est de la traduction de sagesse intérieure. Il y a aussi du coup, je ne vais pas nommer tout parce que j'ai vraiment plein de choses, plein d'outils, puis c'est aussi comme je vous le disais la rencontre qui est la plus importante là-dedans. Il y a aussi ce que j'appelle le soin énergétique, donc là c'est d'aller lever les blocages. C'est pas forcément d'aller les visiter, d'aller comprendre, d'aller libérer au fur et à mesure. Parfois c'est simplement, on n'a pas besoin de savoir, mais juste de lever les blocages. Donc là c'est les blocages énergétiques qui sont donc d'anciennes émotions cumulées, que ce soit celles de l'enfant, des parents, des aïeux, du collectif. Voilà, il y a plein de choses qui font que du coup on est en blocage de sa propre vie, hein, je dirais tout simplement. Il y a une circulation de l'énergie vitale qui se fait mal à cause de tout ça, et qui peut du coup améliorer le quotidien de ces enfants-là, ou de ces adultes, par le biais du soin énergétique. Donc dans le soin énergétique, des fois on a de l'information, des fois il n'y en a pas. Le soin énergétique se passe la plupart du temps en différé aussi, où du coup je me connecte à la structure énergétique, donc tous les plans énergétiques de votre enfant, parce qu'il n'y a pas que son corps physique, hein, il y a plein de corps subtils différents. Et du coup, j'enregistre la séance la plupart du temps, elle est enregistrée. Des fois, il y a des choses qui sont... Des séances qui ne sont pas enregistrées, parce qu'en fait le but du jeu c'est pas que vous sachiez, c'est pas que vous ayez les informations pour justement vous sentir coupable et remettre votre cerveau à pédaler à 1000 à l'heure en se disant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, et en attendant votre cerveau n'est pas calme et du coup vous n'êtes pas présent pour vos enfants qui ont besoin de vous. Donc parfois quand vous êtes des parents beaucoup dans le contrôle,
eh bien, il arrive qu'on fasse des séances de soins énergétiques sans qu'il y ait d'enregistrement. Et donc, la seule chose que vous allez pouvoir voir, c'est comment ça se passe pour votre enfant suite aux soins. Et puis, parfois, il y a de l'enregistrement pour que vous puissiez voir un peu sur quoi on travaille, faire des liens, parce que parfois, c'est ça qui est bon pour vous. Et ça, c'est pas vous, c'est pas moi qui le décide, c'est la sagesse. C'est la sagesse de votre enfant. Donc, moi, je me connecte toujours à sa sagesse. Ce que j'appelle sa sagesse ici, c'est la surintelligence à laquelle on est tous reliés, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissante que l'intelligence de notre mental, qui essaye de contrôler. Cette sagesse, finalement, c'est celle que l'on peut entendre quand on a fait le chemin de se libérer de ses bagages passés et qu'on est justement le plus possible dans la réception de cette énergie vitale qui passe à travers nous, de la laisser circuler à travers nous. À ce moment-là, on peut se mettre en lien avec la sagesse, la sienne, puis celle des autres. De toute façon, c'est une seule sagesse, j'ai envie de dire, mais c'est plus facile d'aller la nommer individuellement. Et pour pouvoir du coup demander à cette surintelligence, est-ce que c'est OK qu'on fasse comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'on fait une séance en différé? Est-ce qu'on l'enregistre? Est-ce qu'on ne l'enregistre pas? Est-ce qu'on fait un soin énergétique ou est-ce qu'on va faire une traduction de sagesse? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Et quand on est guidé par cette sagesse-là, on est au bon endroit au bon moment. C'est moi ce que j'appelle écouter ce que la vie nous propose. C'est ce qui fait que d'une fois sur l'autre, on va aller écouter, tiens, par exemple, là, à la fin de notre séance, la sagesse de votre enfant nous dit qu'il faut qu'on se revoie dans 4 semaines, par exemple. Et bien, on reprend un rendez-vous dans 4 semaines. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et bien, dans 4 semaines, quand on se voit, en visio ou en vrai, vous me dites c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment, dans les quelques derniers jours? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la fois dernière? Puis qu'est-ce qui se passe maintenant? Et en fait, on va travailler avec ce qui est là, en présent. Parce qu'en fait, quand on suit l'intelligence de la vie, on se rend compte, qu'elle nous propose, l'intelligence du vivant est beaucoup plus forte, comme je vous le disais, que notre contrôle, elle nous propose la prochaine thématique à aller accompagner. Est-ce qu'on est toujours sur la même problématique? Ah non, celle-ci, elle a bougé, puis tiens, maintenant, il y a ça. Ok, ben on s'occupe de ça. Et parfois, on va avoir l'impression qu'on saute d'un sujet à un autre, par exemple, sans que même le premier n'ait été finalement libéré, on va s'occuper d'un autre. Oui, mais dans cette intelligence-là, quand on suit le vivant, on se rend compte qu'il fallait passer par ce chemin-là pour pouvoir toucher l'autre. Parce que c'est pas toujours parce que moi je veux, c'est comme en soin énergétique, les gens qui me disent moi j'ai mal au dos, je veux venir pour mon dos, puis finalement quand on fait du soin énergétique, elles ont pas moins mal au dos en sortant, mais par contre tiens je boite plus maintenant. Moi j'ai plus mal à à la cheville par exemple. Oui mais c'était pas pour la cheville que je venais. Oui mais peut-être que le barrage énergétique qui vous fait mal au dos aujourd'hui, il n'est pas accessible tout de suite, il faut d'abord aller voir autre chose pour que vous repreniez de l'énergie pour qu'on puisse après aller ouvrir le barrage énergétique en lien avec votre dos. Parce que peut-être qu'autrement, vous ne seriez pas en capacité de venir encaisser la remontée ici, l'émotionnel qui est en jeu, et tout ça. Et quand on voit tout ce qu'il y a à prendre en compte à l'extérieur pour savoir si on est en capacité de faire remonter ou non ce barrage-là, vaut mieux s'inscrire dans l'intelligence du vivant, justement, plutôt que de vouloir le contrôler. Parce que sinon, la charge mentale, je ne vous raconte pas. Donc il y a ça, il y a ce que j'appelle aussi la lecture médiumnique, où là, du coup, c'est moi qui me mets aussi en lien avec votre enfant, sans que votre enfant soit là, puisque de toute façon, ça, on est sur ces champs subtils. Et donc, du coup, moi, je viens voir qu'est-ce qui se passe. Je ne vais pas poser une question particulière et enquêter, entre guillemets, comme dans la traduction de sagesse intérieure. Je viens juste ouvrir un espace, donc un pont, entre votre enfant et moi. Encore une fois, je parle d'enfant parce qu'ici, les questions m'étaient posées par rapport aux enfants, mais c'est aussi tout à fait possible de faire ça pour vous, même si vous êtes adulte. Et donc, il y a comme un pont qui s'ouvre entre votre enfant et moi. Et en fait, moi, je reste de mon côté du pont, lui reste de son côté du pont. Mais à travers ce pont, il m'envoie quelque part les messages qu'il veut que je reçoive. Alors, c'est pas lui qui décide, c'est évidemment sa sagesse qui me dit « Tiens, voilà ce que tu dois comprendre, Sabrina, voilà ce que tu dois comprendre, voilà ce que tu dois transmettre aux parents. » Ce sont des informations dont on a besoin, mais c'est pas nous qui choisissons. C'est pas « Tiens, il y a ça, on veut savoir pourquoi, depuis quand, qu'est-ce qu'il faut faire, ceci, cela. » C'est comme un genre de cartographie de « Ok, il marche comme ça parce qu'il se passe ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ok, donc on va pouvoir avancer maintenant dans cette direction-là ensemble. » Donc il y a ça, il y a plein d'autres outils, je ne vais pas tous vous les citer aujourd'hui, mais si ça vous donne envie d'en savoir un peu plus, vous savez que vous pouvez me trouver, prendre un rendez-vous. J'ai envie de dire, ça vous engage à rien de venir déjà à ma rencontre pour un rendez-vous, pour voir comment ça se passe pour votre enfant à vous, pour voir si je suis la bonne personne, parce que c'est pas parce que
je peux comprendre le monde des enfants neuroatypiques et que j'ai du coup des modalités atypiques aussi pour les accompagner, que je suis forcément la bonne personne pour votre enfant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir ensemble lors d'un premier rendez-vous la plupart du temps. Vous allez voir si vous vous sentez à l'aise et vous aimez cette façon de fonctionner, ou si c'est trop bizarre, ou si ça ne vous plaît pas. Et moi, de mon côté, je vais pouvoir voir aussi si je peux fonctionner avec vous, parce que je ne peux pas fonctionner avec tout le monde. Et ça, moi, je le sens intérieurement lors de notre première séance ou de la deuxième. Donc on peut déjà commencer, voir ce que ça donne, et voir si tout le monde se sent bien à l'intérieur de cette équipe de travail pour pouvoir avancer ensemble. Voilà ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme ça, je pourrais répondre. Et puis si jamais les questions que vous vous posez sont des questions que d'autres se posent aussi, tout le monde aura les réponses comme ça. N'hésitez pas, je ferai du mieux que je peux, tout en sachant que j'ai aussi un emploi du temps bien chargé à côté. Donc si je ne réponds pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, mais je tâcherai de venir répondre à chacune des personnes qui posera une question. À bientôt et bon courage.